Nous allons maintenant, comme promis, en Équateur, mesdames, messieurs, où nous avons la chance d'avoir des équipes qui sont en train de travailler, LCI TF1, et nous allons revenir sur les événements qui n'en finissent pas autour des narcotrafiquants, des milliers d'hommes en armes qui sont en train d'essayer de se substituer à l'État central, à la capitale Quito. Ils sont en train d'essayer de dicter leurs lois à un jeune président de 36 ans, anti-corruption, qui leur fait bien des misères. Sur place, notre grand reporter Michel Scott est avec une équipe d'LCI TF1. Il a réussi à suivre les équipes de policiers pendant une journée dans la capitale et à Guayaquil. Oui. Et je vous avoue que voilà, c'est assez saisissant. Installez-vous confortablement. Regardez ce reportage signé Michel Scott. La chasse est lancée dans les rues de Guayaquil. Ces voltigeurs de la police se faufilent dans les quartiers dangereux. Les autorités veulent frapper fort contre le crime organisé qui a gangréné des pans entiers du pays. On a des attentats ici, des attaques à la personne. C'est un genre de favela avec des bandes qui opèrent la nuit et au petit matin sur fond de trafic d'armes et de drogue. Et cette soudaine démonstration de force ne fait pas plaisir à tout le monde. Ce sont eux les bandits. Ils ont tout cassé dans ma maison. Tout est détruit. En quelques jours, l'Équateur a déclaré la guerre au narcotrafic. Alors les contrôles et les arrestations s'enchaînent. Ici, un groupe suspect fouillé au corps. Ces jeunes nient toute implication. Même chose pour cet autre, qui prétend avoir été au contraire victime d'un enlèvement. Moi, je suis colombien. Et c'est moi qui ai été kidnappé il n'y a pas longtemps. Des opérations coup de poing comme ça, il y en a tous les jours, notamment dans ce genre de quartier réputé pour abriter de très nombreux membres des gangs. On va aller maintenant dans la zone où il y a eu des échanges de coups de feu. Bouleverser l'activité des narcos, c'est s'exposer aux représailles. Et la police reçoit elle-même des messages d'intimidation. Mais c'est des menaces que vous avez reçues vous-même directement? Son amenazas que recibe usted directamente? Tout le groupe. C'est le premier et le dernier avertissement. Vous, les brigades motorisées, fils d'eux. On tuera des civils un par un si vous continuez à nous chercher. Bien reçu. L'omerta est de mise. Cette dame essaye de nous dire quelque chose, mais un membre de sa famille l'en empêche et l'enferme carrément chez elle. Vous ne pouvez pas parler. No es posible de hablar. Non, mon fils ne veut pas. Les populations de ces quartiers paupérisés sont à la fois victimes et complices de ces mafieux qui n'ont pas choisi Guayaquil par hasard. C'est une zone stratégique pour eux. Notre situation géographique, par ses voies terrestres et maritimes, facilite les circuits du narcotrafic. Guayaquil, première ville d'Équateur, représente en effet, via son port de marchandises, le meilleur débouché sur le Pacifique pour les routes de la drogue. Les cartels de la cocaïne venus de Colombie et du Pérou l'ont bien compris et tentent de s'y implanter, menaçant la stabilité de toute une région. Voilà pour l'incroyable reportage de nos équipes, Michel Scott et Antoine Pocry. Colonel Goya, on l'a vu, c'est pas si simple pour l'armée de reprendre le dessus et de remettre de l'ordre dans le pays. Non, pas du tout. C'est une véritable guerre civile. Ils font face à peut-être, on estime qu'il y a 22 gangs qui gangrènent le pays, qui contrôlent tout le trafic de drogue. Ça représente à peu près 10 000 hommes armés. Donc c'est une vraie guerre intérieure et ils ont surtout une arme qui est absolument redoutable, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'avec cet argent, en réalité, on corrompt assez facilement, que ce soit d'ailleurs les militaires, que ce soit les magistrats, etc. Parce qu'en parallèle de tout ça, il y a une opération. En fait, ça, c'est une opération lancée par une procureure. Et ça a commencé lorsqu'ils ont commencé à arrêter des chefs de gang, mais aussi, surtout, des magistrats, des gens qui étaient reconnus comme étant corrompus. Ce qui est frappant dans cette situation, c'est la vitesse avec laquelle ce pays a complètement basculé. Il a basculé en 5 ans. Il est devenu une plateforme en 5 ans
vous avez le taux de criminalité d'homicide qui est passé de 6 pour 100 000 à 43 pour 100 000. En France, c'est 1,5 pour 100 000. Donc on est passé à une situation où c'est comme si en France, d'un seul coup, en quelques années, on avait 26 000 meurtres par an à cause du trafic de drogue. Et là, on est avec un jeune président qui a été élu il y a quelques semaines, qui a 36 ans, et qui a décidé de déclarer la guerre aux gangs et à la corruption. Mais c'est peut-être trop tard. Dans les autres pays où on se retrouvait dans des situations assez similaires, en Colombie ou au Mexique, par exemple, ça dure depuis des années et on n'a pas réussi à trouver le problème. Juste une chose, il y a eu un meurtre de procureur, c'est ça? Il s'est passé quelque chose de très important hier qui a beaucoup choqué les Équatoriens. D'abord, souvenez-vous de ces images qui ont choqué les téléspectateurs en Équateur, une prise d'otage en direct sur un plateau de télévision avec des dizaines d'employés qui ont été pris en otage face à des hommes armés, cagoulés, une dizaine. Eh bien, il y avait un homme qui était chargé d'enquêter sur cet épisode. Il a été assassiné. On vous l'a appris hier en direct dans l'émission. On a plus de détails sur cet homme. Donc, le voici, le procureur César Suarez, 38 ans. Il a été tué en plein jour. Il était 14h alors qu'il conduisait dans les rues de Guayaquil, dans une avenue très animée en plus. Sa voiture, elle a été criblée de balles et sa mort a provoqué une grande émotion car il faisait partie des juges anti-mafia et anti-corruption les plus connus du pays. Écoutez, l'un des membres de sa famille, très choqué. Ce que les gangs ont fait est vraiment injuste. Les criminels de ce pays prennent le pouvoir d'une manière ignoble, en ôtant la vie à une personne humble et bonne. La seule chose qui l'animait dans sa vie, c'était de travailler et de se battre pour que l'injustice ne progresse pas. Alors, effectivement, il y a la corruption des institutions, et quand il y en a quelques-uns qui rompent justement le pacte de corruption, eh bien, ça finit souvent comme ça. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est très difficile de lutter quand la drogue commence à gangréner, c'est le fait que c'est une économie parallèle qui s'installe, qui fait vivre des familles et des familles, qui fait vivre des villages, des villes entières, des quartiers entiers. Et ces quartiers entiers de population de plus jeunes à l'ancêtre, ils n'ont pas du tout intérêt à collaborer avec les forces de l'ordre, avec les policiers ou l'armée, parce qu'ils vivent de ça. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Vous avez vu dans le reportage de Michel Scott, le jeune homme qui enferme sa mère dans la maison. Il ferme à clé pour pas qu'elle parle aux journalistes. Surtout pas, parce que c'est un problème majeur. Et c'est pour ça que c'est difficile de lutter. C'est que vous avez des populations qui, sans le trafic de drogue et sans le marché de la drogue, eh bien, tomberaient dans une misère, mais terrible, terrible. Et surtout, la particularité de l'Équateur, c'est 70% de la cocaïne qui arrive en Europe vient d'Équateur. Vous imaginez 70%. Pourquoi ? Parce que l'Équateur, c'est le premier pays exportateur de bananes. Et je lisais un dossier sur l'Équateur. Imaginez bien, chaque semaine, il y a 7000 conteneurs de bananes qui partent du port de Guayaquil. On voit là qui part en océan Pacifique et qui après part en Europe. 7000 conteneurs de bananes, il n'y a que 40% de ces conteneurs qui sont contrôlés. 60% des conteneurs sont libres pour les cartels de cocaïne mis dans ces conteneurs, et ça passe comme si c'était des livraisons sans aucun contrôle. Parce que les ports sont corrompus et parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour fouiller les conteneurs. Donc, premier exportateur de bananes, sauf que c'est pas de la banane qui part, c'est de la cocaïne, et ça donne un pays qui, effectivement, depuis quelques années, est devenu la plaque tournante du Pérou et de la Colombie. Les deux suspects, cela dit, les deux personnes... Quand même, la police travaille, hein. Les deux personnes qui ont assassiné, les deux présumés responsables de l'assassinat de ce procureur équatoriens ont été retrouvés. Oui, elle a arrêté donc ces deux suspects et semble incriminer un gang en particulier d'environ 900 membres. Regardez aussi les images de la voiture supposée des tueurs. Elle a été abandonnée puis retrouvée en flammes, et donc il s'agirait celle des tueurs à gages. Est-ce que vous voulez écouter la procureure générale? C'est celle dont vous parliez tout à l'heure, colonel Goya. Alors, Diana Salazar. Exactement, elle a été très marquée évidemment par cet assassinat, mais elle l'a dit, elle ne va pas se laisser faire. Je vais être catégorique. Les groupes criminels organisés
Les criminels et les terroristes n'arrêteront pas notre engagement envers la société équatorienne. Nous continuerons avec plus de force et d'engagement. En ce qui concerne cet événement qui nous afflige en tant qu'institution, nous menons les premières investigations sur les lieux de l'incident afin de nous assurer, comme dans tous les cas de mort violente, que ce crime ne restera pas impuni. On est avec Gaspard Estrada par Skype. Il est politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'OPALC. Bonsoir Gaspard Estrada. Ce qui se passe en Équateur ressemble tout à fait à la Colombie des années 80-85 avec Escobar, bien sûr, qui menaçait l'État depuis sa prison. Il disait « Vous voulez m'extrader aux États-Unis ? Eh bien, je déclenche une guerre, on va tuer un maximum de policiers. » Il a même fait abattre un opposant politique, semble-t-il. Il a fait cracher un avion de ligne. C'était les années 80, c'était la Colombie, et ça ressemble à ça. Vrai ou pas ? Alors oui, dans le sens où la violence, comme cela a été rappelé, explose aujourd'hui en Équateur, et cela en l'espace de quelques années. Non, dans le sens où, contrairement à la Colombie des années 80, le crime organisé est beaucoup plus fragmenté aujourd'hui en Équateur que c'était le cas en Colombie, où il y avait quelques grands cartels qui avaient le monopole du crime organisé, alors qu'aujourd'hui en Équateur, on assiste plutôt à une fragmentation des cartels, qui est d'ailleurs le fruit en fait de la politique anti-drogue qui est menée en Amérique latine depuis déjà plusieurs décennies. Est-ce que ce président veut vraiment... On sait qu'il vient, ce nouveau président de 36 ans, on sait qu'il vient d'une famille de milliardaires, très riche, possédante. Est-ce qu'il est sincère, ou est-ce qu'on peut imaginer, comme on l'a déjà vu bien des fois en Amérique latine, qu'il y ait également de la corruption et que tout ça soit de la littérature ou des mots? Y a-t-il une vraie volonté, justement, d'écraser ces petits cartels parsemés en Équateur et qui terrorisent ce pays? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que je n'ai pas d'éléments pour me prononcer si le président équatorien est corrompu ou non. En revanche, ce que je peux constater, c'est que pour la première fois, l'armée a été mobilisée pour combattre les cartels, alors que ces 2 dernières années, il y a plus d'une vingtaine d'états d'urgence qui avaient été décrétés par le gouvernement précédent. Néanmoins, la question qui se pose, c'est est-ce que la méthodologie qui est employée par l'armée sera en mesure justement de mettre fin à cette violence? Et c'est là où j'ai des doutes, puisque l'économie du crime organisé, l'économie des drogues est une économie transnationale, est une économie où il y a beaucoup d'argent, et il me semble qu'un État fragile tel que l'Équateur, à lui tout seul, sera difficilement en mesure de mettre fin à cette spirale du crime. On rappelle d'ailleurs que les États-Unis, mon colonel, ont proposé leur aide aux Équatoriens. Je vous propose d'écouter le chef des forces armées équatoriennes, l'amiral Jaime Vela Erazo, méchant devant, écoutez. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! Ouais. Viva l'Équateur. Bon, là, le ton a l'air donné. Ils ont l'air décidés quand même. Ah ben c'est une guerre de Sisyphe, ce genre de choses. Encore une fois, on parlait de la Colombie, mais on peut parler du Mexique aussi. Ça fait des dizaines d'années. Vous savez qu'au Mexique, Didier François explique que des unités de policiers anti-narcos qui se battent, qui sont coordonnés contre les narcotrafiquants depuis des années, sont totalement passés dans le camp du mal. Oui, ils sont tous devenus narcotrafiquants. Et bien sûr, le problème majeur, c'est encore une fois, c'est une question d'argent. Ces gangs seraient pauvres. En réalité, ce seraient des groupes rebelles politiques, par exemple, purement politiques. Bon, ça pourrait le faire. Mais quand vous avez des gens qui sont capables
d'aller chez vous et de vous proposer 2-3 fois votre solde si vous fermez les yeux ou si vous coopérez, le combat il devient très difficile. Ils ont des moyens financiers qui leur permettent de corrompre en réalité toute l'administration, toute la justice, tous les politiques. C'est ça la vraie difficulté. Donc on peut chercher, on peut traquer, mais tant qu'on ne s'attaque pas au cœur de l'économie elle-même, et c'est très difficile dans un pays pauvre comme ça, comme le disait Yves, une telle différentielle entre la vie quotidienne des gens et puis ces masses d'argent, cette économie qui apparaît, que c'est un combat qui est extrêmement difficile. Et puis j'ajoute un élément, c'est que si ça se développe, c'est parce que aussi il y a des consommateurs quand même. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la drogue consommée dans le monde est aux États-Unis. C'est-à-dire que là aussi il y a un vrai problème que les Américains... La moitié de la drogue consommée dans le monde est consommée par des Américains. Et consommée par des Américains. Oui, bien sûr. Et donc c'est un vrai problème. Aussi un problème américain d'abord. Mais c'est un problème qui est international parce que c'est ça le problème, c'est que je pense que aujourd'hui, il ne faut pas du tout regarder ce qui se passe en Équateur comme un phénomène exotique. Ça n'arrive qu'en Amérique latine, dans des États pauvres et tout cela. Le problème, c'est que ça gangrène l'ensemble de la planète aujourd'hui. Vous avez le continent africain est ravagé par le trafic de drogue, dont il tire la substantifique moelle financière, et que ça fait vivre des familles, des villages, ça fait vivre des populations entières, et c'est la même chose sur le continent, on l'expliquait l'autre jour, continent européen, où vous avez un trafic organisé qui est en train, contre lequel les États ont bien du mal à lutter, et j'étais assez content de voir le président de la République, pour la première fois depuis 6 ans et demi, dire qu'il allait se colter au marché du trafic de stupéfiants en France. Je vous fais juste écouter une interview qu'on vient juste de recevoir. C'est le commandant de la police de Guayaquil qui vient de s'exprimer et qui fait le bilan justement sur ces arrestations et sur les opérations coup de poing que vous avez vues tout à l'heure. À ce jour, nous avons 2 personnes en garde à vue. L'une est le chauffeur du taxi, l'autre est l'assassin présumé. En ce moment, nous comparons toutes les preuves balistiques trouvées sur les lieux afin d'être certains que ces 2 armes, l'arme longue et l'arme courte, ont été utilisées dans le meurtre du procureur. L'hypothèse retenue par la police nationale est que ces criminels appartiennent au groupe terroriste John Killers. La motivation fait toujours l'objet d'une enquête. Et comme nous sommes toujours en flagrant délit, nous espérons savoir bientôt où se trouvent les 2 assassins qui se trouvaient à l'arrière du véhicule qui a été brûlé. Attention, il ne s'agit pas de 2 arrestations sur les opérations coup de poing, mais en fait sur l'assassinat qui a eu lieu du procureur. Oui. C'est d'autant plus intéressant quand même, tous ces témoignages, parce qu'on voit que vraiment le problème, moi je vois, c'est pris vraiment à bras du corps. Parce que à un moment, il faut commencer. On ne peut pas continuer à vivre dans ce monde où il y a les cartels de drogue qui gèrent, qui dirigent le pays, qui influencent, qui tuent comme ça impunément. Et d'ailleurs, le problème est de telle importance mondiale, et j'ai répondu à ce que venait de dire Yves, que vous rappelez-vous, la dernière visite de Xi Jinping aux États-Unis, c'était une visite, on disait qu'en gros, finalement, le point le plus important, c'était que Joe Biden a demandé d'arrêter les exportations de drogue qui est produite aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, mais c'est une drogue qui fait les ravages chez les jeunes. Il y avait plus de 130 000 Américains qui sont morts l'année dernière à cause de cette drogue qui est produite en Chine. Donc vous voyez, c'est un problème vraiment planétaire et il faut faire très attention à ce que se passe à Quito, notamment à Équateur, parce qu'il faut les soutenir. Il faut dire, mais allez-y, vous devez gagner dans ce bras du corps, parce que sinon, la guerre sera déjà perdue. Ce que dit Allah, ce que disait Yves, ça prouve que nous vivons aujourd'hui dans un monde interdépendant, où tout est lié à tout. Et j'ai l'impression que depuis un certain temps, il y a une sorte de boîte de Pandore qui était ouverte.
Peut-être d'ailleurs c'est Poutine qui était quand même, n'est pas tout à fait étranger à cela, c'est-à-dire une sorte de globalisation des guerres, des conflits qu'on croyait complètement oubliés, occultés, etc. Ça explose. Et parallèlement, il y a aussi ce que je pourrais appeler désinhibition du mal, c'est-à-dire la corruption, les assassinats qui sont un peu partout. Ça devient presque la norme, la normalité de notre quotidien. Donc la globalisation et aussi la globalisation du mal. Regardez la prison de Guayaquil où les narcotrafiquants avaient fomenté cette révolte, vient d'être réinvesti par les policiers. Ça a été compliqué d'ailleurs, c'est complètement fou. Pour reprendre la prison, la police équatorienne s'y est pris à plusieurs reprises. Ça a été dur, compliqué, laborieux. Il y a eu des violences. Et donc ça y est. Beaucoup d'employés pris en otage. Beaucoup d'employés pris en otage. Ça y est, ils sont dans cette prison d'où s'est échappé d'ailleurs le narcotrafiquant Macias Fito, le chef du gang des Choneros, qui fait littéralement, qui menace lourdement cet État. Hein. Non, mais bien sûr, oui, parce que tout est parti effectivement d'une rébellion, enfin d'une mutinerie. On le voit là. Dans la prison. Ouais, tout à fait. Bien. À suivre, là encore, mesdames, messieurs, cette situation absolument hallucinante et ubuesque dans ce petit État d'Amérique du Sud, l'Équateur, qui n'est pas le plus riche d'ailleurs, qui a été dirigé par un chef d'État il y a plusieurs années qui était un peu chaveziste, hein, qui était un peu sur l'angle vénézuélien. Et maintenant, c'est plutôt le contraire. On a plutôt un chef d'État libéral qui a décidé, en tout cas, d'empoigner ce sujet, qui est le narcotrafic.